Ma présentation va être un peu théorique parce que j'ai souhaité aujourd'hui proposer une réflexion qui remette aussi au cœur de notre travail avec Omeka le projet de recherche dans lequel je suis impliquée. Donc, dans le cadre, la proposition que je vous soumets aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une réflexion métacritique sur les pratiques des études littéraires à l'ère digitale. Je vous prie de m'excuser, je vais lire pour essayer de respecter le temps imparti. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, je répondrai après à vos questions. Donc, dans le cadre d'une réflexion métacritique sur les pratiques des études littéraires à l'ère digitale et sur la façon dont elles sont influencées et influencent par les techniques et les nouvelles technologies, nous proposons d'introduire ici quelques idées pour une telle étude en examinant l'édition numérique que nous avons réalisée dans le cadre du projet CHISPA et dont Omeka constitue l'une des pierres angulaires. Plus qu'un retour sur les aménagements que nous avons effectués à l'occasion de notre installation d'Omeka, je vous renvoie à ce propos à des articles que nous avons publiés et à des diaporamas que nous avons édités en ligne. Il s'agit ici de questionner depuis la praxis le rôle de l'outil technique, le logiciel ou la plateforme, en tant que moyen assigné à une fin, je reprends à mon compte la définition de Jean-Pierre Séris, et le rapport entre cet outil et la réalisation de cette fin qui concerne les questions posées par le projet de recherche. En d'autres termes, nous voudrions interroger ici la relation dynamique est entendue ici comme influence réciproque, qu'engage l'emploi de techniques en lien avec notre domaine particulier, celui du champ littéraire. Par ailleurs, si l'on reconnaît la technique à conserver à ceci qu'elle réussit, c'est encore une fois une définition de Séris, il est également intéressant de nous demander si notre travail avec Omeka peut être considéré comme une réussite éventuelle. Alors, voilà, une définition que vous connaissez d'Omeka, et c'est à partir de là que je construis ma proposition. Les archives et manuscrits que nous avons édités en ligne et qui sont à l'origine des travaux qui nous ont amenés au développement de la plateforme Iman sont celles d'écrivains espagnols et latino-américains contemporains qui ont joué un rôle dans la circulation des lettres, des arts et de la culture durant les principaux conflits du XXe siècle. Plus précisément, il s'agit d'intellectuels qui ont été ou sont des personnalités qui n'ont pas occupé le devant de la scène, mais qui ont figuré dans l'orbite des grands noms de leurs époques. Alors, je cite rapidement les plus connus, Manuel de Falla, Federico García Lorca et Pablo Picasso, par exemple. La période étudiée concerne les années 1923 à 1985, soit une période marquée par d'incessants mouvements transatlantiques, en raison des dictatures espagnoles de Primo de Rivera et de Franco, des guerres d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale, et des autocraties du plan Condor qui ont sévi dans le cône sud de l'Amérique. Notre projet vise à tenter de formaliser les spécificités des transferts culturels que ces intellectuels satellites ont facilités dans des contextes d'écriture contraints. Deux types de contraintes sont priorisées par notre approche, les contraintes exiliques et les contraintes dictatoriales, avec leurs incidences comme l'écriture en prison par exemple. Tandis que les transferts examinés concernent la circulation de certains mouvements artistiques et littéraires issus des avant-gardes, comme le surréalisme. Federico García Lorca pourrait être considéré comme celui qui a facilité l'export de ce courant en Amérique latine. Et le théâtre mythologique, c'est le cas de Carlos Denis Molina, fortement influencé par le théâtre de Cocteau, et de certains courants, comme le courant absurde. S'agissant d'archives et de manuscrits inédits, et inachevés pour une grande part, ils sont étudiés à l'aune des méthodes et concepts de la critique génétique et des théories du champ littéraire. Étant donné les spécificités des contextes de l'analyse, les conflits du XXe siècle et des objets d'étude, les archives et manuscrits d'intellectuels satellites peu connus, comportant par ailleurs des sources inestimables pour la recherche, telles que des journaux introuvables, des correspondances autographes uniques, parfois les seuls qui existent à l'heure actuelle, des manuscrits exceptionnels comme l'unique exemplaire du Romance de la Luna Luna, l'édition numérique est apparue très tôt comme le moyen de diffuser et de donner à connaître ces fonds. Le choix de l'outil éditorial Omeka est donc arrivé après deux types de tentatives. L'une avait concerné le développement ad hoc, web, et l'autre, le travail sur plateforme avec formulaire de saisie de données encodé en XML. En fait, comme les fonds se trouvent depuis 2003 en dépôt à la bibliothèque de l'Universitaire de Lille, nous souhaitions depuis le début faire converger les besoins de documentation et d'information archivistique en vue d'un signalement dans les bases de données des bibliothèques nationales et internationales, et ceux de l'analyse critique, génétique et littéraire.
Pour cela, l'utilisation de standards tels que le AD semblait idéale, mais les outils open source facilitant cet encodage étaient rares avant 2011. Parallèlement, il fallait construire un plan de classement et organiser la description de l'importante masse constituée par les deux fonds d'archives initiaux, ceux de José Mora Guarnido et de Carlos Denis Molina. Ces éléments ont donc marqué le début de la concaténation linéaire qui nous a amenés jusqu'à Omeka et à la création de la plateforme Iman. Alors, à l'heure actuelle, je pense que vous la connaissez, mais si vous voulez, je peux vous montrer quelques images de cette plateforme après. La base de données hispanique comporte à ce jour 3385 notices décrivant autant de documents, et dont 3281 appartiennent au seul fonds José Mora Guarnido et Carlos Denis Molina. Le reste renvoie à 8 autres collections, dont 4 sont déjà consultables en ligne, les 4 autres sont en cours de traitement. Chaque notice est accompagnée d'images. Actuellement, 13 474 fichiers sont en ligne. Il s'agit surtout des copies numériques des sources originaires, papier, manuscrits, tapuscrits, journaux et iconographie. La base comporte également quelques fichiers sonores, des enregistrements d'époque qui ont été numérisés et comptera sans doute bientôt de la vidéo. Quelques manuscrits ont également été transcrits de façon diplomatique. Ces éditions sont le résultat de travaux d'équipes internationales, transdisciplinaires bien sûr, issues de 5 pays pour l'instant, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Argentine et l'Uruguay. Dans le cadre de différents programmes et partenariats nationaux et internationaux, j'en citerai 3, ECOS, ANR et le Réseau national des MSH, et auxquels il faut ajouter la contribution des ayants droit, qui sont partenaires de ce programme, mais également des écrivains eux-mêmes, puisque des auteurs vivants sont également partenaires de notre projet. Les documents édités sur la plateforme, donc voici une autre image illustrant ce dont je parle. Les documents édités sur la plateforme ont été décrits à l'aide d'une trentaine de champs dont les informations ont été organisées selon 3 critères. Des informations d'ordre archivistique et codicologique d'abord. Celles-ci ont été principalement intégrées au schéma Dublin Core d'Omeka puisque nous avons opté pour le modèle restreint à 15 champs. Des informations résultant de l'exégèse du chercheur, celles-ci sont encodées en XML et réparties dans différents sets ou jeux de métadonnées que nous avons établis et pré-renseignés en fonction du type de document, œuvre de création, correspondance, presse, afin de faciliter le travail de nos équipes elle comporte également des éléments référentiels contextuels ainsi que des mots-clés qui ont été ajoutés de façon à faciliter notre travail de recherche pour la suite et ceux du chercheur. Enfin, des informations génétiques qui permettent de situer le document consulté dans un processus de création et dans un dossier de genèse. Ces informations sont actuellement réparties entre le champ relation du Dublin Core, devenu par la suite Record Relation, et entre le champ relation du Dublin Core et visualisé grâce à l'activation du plugin Item Relation, devenu par la suite Record Relations. Alors, globalement, nous pouvons dire que pour réaliser l'édition numérique de cette importante masse de documents d'archives, le choix d'Omeka a été celui d'une solution technique appropriée. L'édition est rapide, les membres de l'équipe, y compris les plus réticents à l'utilisation de l'outil numérique, ont pu remplir les champs de toutes les informations qu'ils jugeaient nécessaires à la compréhension, à la lecture et à une première interprétation du document. Grâce au paramétrage du développeur, de l'informaticien et de l'ingénieur, le système parvient, en accord avec les intérêts scientifiques du projet, à poser les balises nécessaires au moissonnage de la base de données. Enfin, qu'il s'agisse du Dublin Core ou du XML, rien ne nuit à la consultation intégrale de la notice par l'internaute, dans la mesure la notice par l'internaute qui accède à de précieuses ressources et à toute l'information disponible puisqu'en ligne, rien ne différencie les champs Dublin Core des champs XML. Au regard des objectifs du projet, c'est un bénéfice de quasi-immédiateté, je reprends également une définition de CERIS, la diffusion des sources a été réalisée et sur ce point, la fin semble avoir justifié le moyen. Or, il ne s'agit là que de la première étape du programme, puisque c'est au moment d'exploiter les données que les choses deviennent compliquées. Pour répondre aux enjeux de l'exploitation, il faut donc revenir au projet de recherche qui vise à étudier certains transferts culturels dans des contextes d'écriture sous contraint.
au domaine de notre recherche, celui du champ littéraire, domaine de l'herméneutique par excellence, et des outils techniques non informatiques que nous utilisions à l'ère pré-digitale, ceux de la critique génétique et littéraire. Cet outil a-t-il remplacé ceux d'antan? Permet-il de les enrichir? Comme nous l'avons signalé plus tôt, nous avons disséminé dans plusieurs champs et dans les mots-clés les éléments de contexte et les référents qui permettront de comparer les productions des écrivains et d'étudier, comme envisagé, les transferts culturels et les spécificités des écrits sous contrainte. Or, l'extraction et l'export des lots d'informations s'est révélé plus complexe que prévu. Dans un premier temps, nous avons réalisé des tests avec l'OAI-PMH, qui n'est pas prévu pour cela, et avec l'interrogation de l'API. Mais les réponses aux questions posées sont très partielles. Elles ne donnent aucun des résultats attendus, puisque par défaut, Omeka limite l'export à 50 résultats. Nous avons donc opté pour l'export XML, qui pose là aussi beaucoup de problèmes, puisqu'il n'est possible d'exporter que quelques contenus à la fois, en raison d'une limitation qui pourrait être relevée, mais qui ne permettait pas de toute façon d'extraire les plus de 3000 notices que comporte la base. De plus, une fois le fichier créé, l'export comporte beaucoup de textes parasites, notamment notre propre métadiscours, destiné à renseigner les champs, tandis que l'adaptation de ce fichier demande à son tour un traitement propre. En revanche, on retrouve au sein de celui-ci la transcription du manuscrit qui est exportée elle aussi, avec les balises qui ont été utilisées pour encoder quelques phénomènes visibles sur le manuscrit et que la plateforme proposait par défaut. Il s'agit d'HTML essentiellement. Mais pour l'édition critique, cela peut être insuffisant. C'est pourquoi nous travaillons à côté de la base dans un éditeur XML pour un encodage TEI. Enfin, nous avons également tenté de travailler avec les 1120 mots-clés que nous avions saisis sans obtenir de résultats convaincants, notamment parce que les titres des œuvres ou les patronymes sont sectionnés par les autres logiciels. Certes, il est vrai que nous n'avons pas encore testé d'autres plugins d'export comme le TEI Boilerplate et que nous nous sommes situés jusqu'à présent dans une perspective qui voulait aller de la plateforme vers l'extérieur, l'outil étant d'abord conçu comme un moyen de construire une bibliothèque numérique et il le fait très bien. Exhiber les sources est très simple avec Omeka. Le plugin d'exhibition ou d'exposition constitue en ce sens une vraie réussite. Un état des lieux d'autres projets montre que nombreux sont ceux qui ont plutôt choisi de nourrir la base de données Omeka à l'aide d'une autre base de données, donc dans un mouvement inverse au nôtre, en s'appuyant sur des outils comme Atom, il a été cité tout à l'heure, ou par l'intégration de fichiers TEI permettant d'utiliser ensuite des plugins comme Bookmeka qui a été développé au sein du Manum. En réalité, nous nous sommes rendus compte que l'outil technique en contexte informatisé s'appuie, comme les autres outils, sur ce qu'Elu et Ceris appellent un système technicien, c'est-à-dire un ensemble qui communique avec un tout. Au sein de cet ensemble, la technique ne communique pas avec une, mais avec plusieurs autres techniques. Cela signifie pour nous que pour aller plus loin dans nos projets et pour tenter de répondre aux questions que nous avons posées, l'exploitation des données nécessite à son tour la prise en main d'autres outils ou langages et d'autres techniques. Ainsi, en nous questionnant sur la façon dont la technique répond et ou influence les méthodes de l'exégèse du champ littéraire et de l'herméneutique qui constituent le cœur de ces recherches, nous constatons que si pour l'instant les outils utilisés ne permettent pas encore de dépasser les hypothèses formulées antérieurement avec des outils non informatisés, ni même de les contredire pour le moment, il démontre toutefois que l'engagement dans des humanités numérisées, exactement comme au sein des humanités classiques, ne peut reposer sur une seule théorie ni sur un seul outil. Alors la remarque peut paraître une évidence pour toutes celles et ceux qui sont dans la salle et qui manipulent au quotidien de nombreux langages et de nombreux outils techniques. Mais l'incidence en termes de formation à la recherche me paraît importante pour l'avenir. Et il me semblait important de le signaler en prenant appui sur le travail que nous avons réalisé avec l'outil éditorial qui paraît si simple et qui est Omeka. Donc je profite de l'occasion pour remercier évidemment les partenaires qui soutiennent ce projet, les membres de l'équipe et je vous remercie pour votre attention. Moi, je me posais la question, tu as commencé très justement ta présentation par des aspects théoriques, tu nous as vraiment mis en contexte sur ton objet d'étude et toute
cette littérature autour des auteurs, etc. Comment ces choses-là sont mises en valeur sur Omeka? Comment est-ce qu'on fait pour... enfin, toi, tu as fait pour que, plutôt que de mettre simplement des fiches et puis on les regarde à la suite, on ait vraiment une contextualisation avec, pour permettre à l'utilisateur du site de prendre l'ampleur et de comprendre... Alors, comme je l'ai dit, pour l'instant, ces informations se situent donc dans la partie métadonnées de type contenu en XML et donc dans les référents de contexte et dans les mots-clés. Alors, il est vrai que pour celui qui ne connaît pas les œuvres, c'est un peu compliqué. En revanche, j'ai trouvé dans cette solution, dans l'exposition, dans ce plugin qui sert à réaliser des expositions virtuelles, le moyen sans doute de valoriser et d'apporter cette partie de discours critique que je suis capable de faire à l'oral et que je suis capable de faire à l'écrit dans un article de 20 pages, mais qui n'est pas directement accessible en ligne. Est-ce qu'on peut mettre tout ce contenu dans la plateforme? Je ne le pense pas. Une synthèse de ces aspects peut être proposée dans une exposition en ligne, à l'aide de ce plugin par exemple, et après il faut sans doute trouver d'autres moyens pour diffuser le discours critique. On en revient à quelque chose, enfin j'en reviens à quelque chose que je voulais éviter, qui est l'utilisation d'éditeurs XML et de l'encodage par la TEI, où là on peut jongler avec ces deux niveaux, l'accès au texte d'une part, l'accès au discours critique de l'autre. Et je ne pense pas qu'il y ait la place dans Omeka pour mettre tout cela. Mais peut-être qu'il ne faut pas qu'on se force et qu'on utilise Omeka pour ce à quoi il sert, un outil d'exhibition, pour reprendre le terme anglais. Alors, donc, tu nous as pas mal parlé aussi d'export des données. C'est vrai que Omeka est actuellement pas vraiment fait pour exporter l'intégralité du contenu, mais plutôt pour, comme tu dis, exhiber. Ça gère très bien l'OIPMH, etc. Ça gère les métadonnées, mais pas forcément la donnée qu'on est en train de mettre dedans et que dans l'exemple de ta plateforme, il y a vraiment de la donnée à l'intérieur. Ma question, c'est est-ce que, à ton avis, Omeka peut être aussi un bon moyen de mettre en place des outils pour exploiter, par exemple, tout ce qui est carte? Il y a quand même des plugins qui permettent aussi d'avoir une vue différente sur les données et qui permettent de l'exploitation. Il y a quelques statistiques. Est-ce que ça vaudrait le coup de les développer ou pas? Ou est-ce que tu penses déjà que ça va au-delà d'une telle plateforme? J'espère. J'espère. Ça vaudrait le coup de travailler sur le sujet. On a fait une petite expérience avec Cartomac, enfin Claire Riffard qui travaille sur les manuscrits francophones, Richard et Julien Cavero ont tenté une expérience avec l'outil de géolocalisation. C'est vrai que nous, pour l'instant, on l'utilise de façon très basique pour situer les documents. On a dans les champs de référents contextuels beaucoup d'informations qui pourrait être exploité dans un outil de géolocalisation, mais d'une autre façon que celle, même si la localisation du document est très importante pour les bibliothèques, parce qu'en plus, ces documents peuvent être amenés encore à circuler, ils sont juste en dépôt à Lille, ils appartiennent toujours à leur propriétaire. Si les documents circulent, il est important que cette localisation soit maintenue. Maintenant, peut-être qu'il faudrait moissonner ce champ, l'exploiter ailleurs, ou dedans, je ne sais pas, ça vaudrait le coup de travailler sur le sujet. C'est prévu dans notre atelier geek. Abdellah Chamou, je suis doctorant à l'EHESS et j'ai participé, en tout cas je participe encore à un projet sur Omeka qui s'appelle la BNFFB, la Bibliothèque numérique franco-berbère. Et justement, ma question vient en deux temps. On a remarqué qu'effectivement, pour tout ce qui est conception de bibliothèque numérique, on fait appel à énormément de connaissances, surtout informatiques. Vous avez parlé d'ingénieurs, de développeurs, ainsi de suite. Surtout que Omeka est un outil qui continue à être développé, donc qui ne correspond pas toujours aujourd'hui à tous les besoins. Donc ma première question, est-ce que pour vos projets, vous avez eu un problème au niveau du troisième temps? C'est-à-dire qu'on a le premier temps qui est conception finalement du projet, deuxième temps qui est mise en place du projet, donc tout roule, tout fonctionne, et puis éventuellement, est-ce que vous avez eu des bugs? Est-ce que vous avez eu, comme nous avons rencontré nous, une rupture de partenariat? Donc déplacer la bibliothèque numérique avec tous les problèmes qu'on va trouver dans le troisième temps, c'est-à-dire se retrouver avec une bibliothèque qui est encodée. Je ne sais pas si vous avez vu les fichiers techniquement parlant, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des PDF par exemple, qui au lieu d'avoir des titres, vont avoir des chiffres,
et ces chiffres renvoient au niveau d'encodage à la base de données ce chiffre correspondant effectivement au Dublin Core, et donc on va retrouver effectivement toutes les métadonnées, titre, auteur et ainsi de suite. Donc nous en sommes à ce troisième temps. Est-ce que vous avez eu connaissance ou vous avez rencontré ce problème du troisième temps? Donc ça, c'est ma première question. Ma seconde question, est-ce qu'il n'y a pas de plateforme qui puisse répondre justement à ce besoin-là, c'est-à-dire pouvoir éviter aux institutions de chercher des partenaires informatiques, de mise en place, de bibliothèques, de travailler. En faisant des recherches, je suis tombé sur Reclaim Hosting, donc Reclaim, R-A-C-L-A-I-M, Hosting avec un H, et c'est une plateforme qui permet de créer, de mettre en place un CMS, dont Omeka, entre autres, très très facilement et très très simplement, avec la possibilité de sauvegarde, de récupération, de restauration, de gestion des utilisateurs et ainsi de suite. Donc je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil. Donc ma question, est-ce qu'il n'y a pas, et par contre c'est une société américaine, bon, en l'occurrence qui a l'air très crédible puisqu'ils ont un peu plus de 100 partenaires qui sont assez prestigieux. Donc je vous laisse jeter un coup d'œil. Donc ma deuxième question, est-ce qu'on n'a pas l'équivalent en France, donc un espèce de partenaire auquel on peut se fier et construire une bibliothèque universitaire dessus en toute confiance? Merci beaucoup. Vous posez des questions qui sont au cœur de l'actualité, donc tous les problèmes se posent tous en même temps. Alors, je n'ai pas rencontré précisément tous les derniers problèmes que vous signalez, mais dans la longue histoire de ce projet qui a plusieurs années, j'ai rencontré tout type de problématiques. Mais globalement, ce que j'interprète, c'est que le cycle de vie d'un projet est complexe et il dépend effectivement de plusieurs paramètres qui sont les membres des équipes. Évidemment, je n'ai jamais travaillé toute seule, j'ai toujours travaillé avec des collègues dans le cadre d'équipes qui ont muté, migré selon les personnes. Il y a des vies, donc effectivement l'humain c'est ça, c'est travailler, rebondir, reconstruire. Le projet a eu des bas, donc il a coulé 2 fois, il a rebondi et il coulera encore d'autres fois, donc c'est comme ça, c'est la vie du projet. Alors ce que vous signalez, c'est qu'effectivement notre principal problème est de ne pas trouver de pérennisation, ni de pérennisation et de structure pérenne, ni dans les institutions dans lesquelles nous travaillons, ni à l'extérieur. Mais ça c'est un problème qui est régulièrement débattu au niveau national et même européen, parce qu'on met des couches et des couches sur les universités, sur la recherche, sur les centres de recherche, et on est obligé en permanence de travailler dans ces eaux mouvantes. Donc je n'ai pas de réponse et je n'ai pas l'impression d'ailleurs que le panorama qui se dessine devant nous augure un meilleur avenir. Mais j'en suis arrivée à la conclusion, comme je l'expliquais, que l'idéal humanité numérique plateforme est impossible et qu'il exige, je pense, un peu plus d'efforts de la part des deux parties. Pour le chercheur que je suis, cela demande malheureusement de se mettre un peu plus dans la technique. Alors je ne dis pas malheureusement parce que ça ne m'intéresse pas, au contraire, mais malheureusement parce qu'en fait le temps qui est consacré à cela semble détourner un peu du projet de recherche. À la fin, on y revient et on est content, on est satisfait d'avoir donné ce pas en avant, mais la recherche dans ce domaine jeune des humanités, jeune des humanités numériques, parce que ça fait pas longtemps que nous y sommes entrés, nous demande ces efforts, un pas en avant, 10 en arrière, 2 en avant, 30 en arrière, et je crois que c'est dans ce va-et-vient, avec beaucoup d'optimisme, je suis quelqu'un d'optimiste, qu'il faut jongler. Je ne sais pas si tu veux compléter. Si monsieur cherche une plateforme pour installer Omeka, en fait, il peut toujours utiliser la plateforme Nakala du CNRS qui est fait pour ça, en fait, qui évite d'avoir à s'occuper de l'hébergement, d'Omeka, etc. On gère uniquement ces documents. C'est ce que j'allais dire. La TGIR, la très grande infrastructure de recherche Humanum, malheureusement, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Peut-être que l'un d'entre eux sera là cet après-midi, mais en tout cas, ils proposent de mettre en place, d'héberger des sites sous Omeka. Et ils proposent aussi une connexion entre un site Omeka et l'outil Nakala, donc l'ensemble des deux donnant Nakalona. En fait, les données sont sur Nakala et il y a 2 plugins qui permettent
l'import et l'export de Nakala vers Omeka et vice-versa. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, à part que j'ai testé et que ça marche très bien. Enfin, non. Quand ils l'ont mis en place, ça avait plein de bugs, on les a signalés, ils sont résolus. Donc, je pense que voilà, ça fait quand même plusieurs mois maintenant que c'est mis en place. Ils ont mis en place une liste aussi pour tout. Et il y a une liste de diffusion aussi. Omeka-Humanium. Enfin, je ne sais pas exactement, mais voilà, une liste de diffusion mise en place sur Humanium.